avec aujourd'hui la thématique du véhicule du futur et le plan Born-Wallon qui vont vous être présentés. Donc vous avez eu la petite musique d'introduction ici en avant. Voilà, on est près de 50 ici connectés pour cette dernière session. On a abordé cette année 2023 donc plusieurs thématiques qui sont la fourniture d'énergie via le VPPA. On a parlé des roadmaps et des visions stratégiques à long terme en termes d'énergie renouvelable à déployer. On a parlé de stockage mutualisé, des nouveaux modèles de partage d'énergie qui vont être liés. On a parlé aussi des accords volontaires avec des communautés carbone qui vont pouvoir être activé à partir de l'année prochaine. Et on termine ici avec le potentiel, évidemment, l'électrification de notre flotte de véhicules, plutôt focus véhicules légers, avec plutôt des véhicules électriques qui seront le thème de cette fin de matinée, avec toute une série d'orateurs que je présenterai juste après. En fait, ici, on a abordé durant ces 5 sessions des thématiques qui sont toutes en lien avec le partage d'énergie renouvelable, donc qui est la nouvelle définition du marché de l'énergie de demain, avec une réorganisation des rôles des participants. Donc, on a créé avec Mecatech le portefeuille CERAC, l'écosystème CERAC, qui réunit un peu tous ces acteurs-là. Et donc, je voulais vous parler aussi en intro du prochain CERAC 2D qui se tiendra le 30 juin à Namur, où on va aborder, eh bien, dans un premier temps, les différentes technologies des projets de recherche qu'on a accompagnés, qui permettent d'activer ce nouveau partage, lié aussi aux véhicules électriques, évidemment. Ensuite, on aura le ministre Henri qui présentera le nouveau cas, les AGOE qui sont tombés il y a quelques semaines. On aura aussi son cabinet qui présentera un petit peu les différents modèles d'opérationnalisation de ces nouveaux mécanismes et la COAP qui présentera son flambant neuf projet de méthodologie tarifaire incitative pour le partage d'énergie dans certaines conditions et dont on pourra évidemment parler ensemble et discuter avec la COAP et les différents acteurs. En troisième temps, on parlera alors de modèles précis à activer qui permettront aussi à différents types d'acteurs, villes et communes, aux développeurs éoliens ou au secteur public comme le secteur de l'eau, de pouvoir mettre en place des modèles vertueux qui bénéficieront à toute la communauté dans le déploiement de nouvelles capacités partagées. Et on terminera par un petit drink tous ensemble assez tôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait et si cela vous intéresse. Euh, voilà pour l'introduction de la journée. Alors, ici, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le cabinet du ministre Henri, représenté par Simon Abran, qui va nous parler du plan Born Wallon, le plan Born ou les plans Born, qui sont en termes de réflexion au gouvernement. Il y a quelques échanges. Je pense que Simon fera le point un peu les perspectives sur les différentes évolutions des différents marchés. Avant ça, mon collègue Philippe Judon présentera un petit peu ce que TUID aussi a fait dans le projet Amorce comme en termes d'études d'objectivation du bénéfice pour le réseau des véhicules électriques, s'ils sont bien activés correctement, en tout cas dans certains modèles, et les perspectives avec le projet Ecoflex, où là, on s'associe avec les Flamands pour mettre en place une méthodologie commune, une plateforme commune pour essayer de faire bénéficier un petit peu les deux régions des avancées de chacune des parties. Ensuite, nous rentrerons plus dans le détail avec Amaury Phillips de Total Energy qui nous présentera le déploiement des bornes de recharge, leur expérience internationale, leur technologie. Voilà, je pense que c'est un acteur qui se positionne sur la filière et qui pourra nous faire part de son expérience. Et on terminera cette série, cette saga, cette saison par Vincent Belin d'Enersol, donc Elto Benelux, qui va nous parler de véhicules to grid, du stockage transportable et donc des perspectives pour la suite eh bien, des modèles et voir un petit peu de quelle manière est-ce que la batterie des voitures peut aussi servir peut-être les communautés ou le partage d'énergie, l'autoconsommation individuelle. En tout cas, ça c'est certain. Voilà, merci à tous d'être présents. Donc, on enregistre cette session-ci. On propose que vous posiez vos questions. Peut-être que mon collègue Cédric les prendra, en prendra une ou deux à chaud après chaque présentation. Le principal, sinon, se fera en fin de session, une fois que tous les orateurs auront fait leur présentation. Voilà, maintenant j'invite mon collègue Philippe peut-être à prendre le contrôle de l'écran et partager sa présentation. Parfait, je fais ça, Renaud. C'est tout bon. Merveilleux. Vas-y Philippe. Donc, effectivement, communauté d'énergie et véhicules électriques et flexibilité. Ma présentation, est-ce que tout ça est cohérent et finalement, vers où va-t-on?
Alors, le contexte actuel, je vais être très rapide parce que tout le monde le connaît très bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici. Les accords de Paris, la décarbonation, la lutte contre les changements climatiques et j'en passe et beaucoup d'autres. Le développement des énergies renouvelables, ben, bien évidemment, ça fait partie de la solution. L'électrification massive de la société et des usages, ben, on en parle, c'est l'objectif de la session d'aujourd'hui. On passe de véhicules thermiques à des véhicules électriques, euh, et pas uniquement dans le secteur des véhicules, mais dans l'industrie également. Donc, électrification massive de la société au sens large. Nouveaux acteurs, donc on parle aussi, je vais vous parler de communauté d'énergie, de partage d'énergie, de virtual power plant. Je ne vais pas arriver à la conclusion tout de suite, mais je suis certain que si quelqu'un qui a travaillé il y a 60 ans dans le secteur de l'énergie revenait aujourd'hui comme développeur de projet ou comme analyste financier, ben, je pense qu'il aurait la même tête que le petit bonhomme de Back to the Future. Il n'y croirait pas, enfin, il se demanderait ce qui se passe finalement avec la multiplication des flux, que ce soit d'énergie, mais également financiers. Diversification des business models euh, et des modèles traditionnels. Donc, vous avez initialement, ben, on avait un power plant, hein, une centrale qui injectait sur le réseau et that's it, c'était le modèle traditionnel. Mais le modèle a changé et donc on est arrivé à un modèle beaucoup plus flexible et je venais de le dire avec des transferts d'électricité dans les deux sens, mais également des transferts financiers. Alors, le rôle des GRD, nous, chez TUI, on travaille beaucoup avec les GRD et ça découle finalement des points précédents. Euh, il y a deux solutions. Soit on investit 300 000 milliards de dollars dans les GRD au niveau et dans les TSO également au niveau mondial. Autant dire que personne n'a cet argent-là et je sais que peut-être que les GRD sont dans l'auditoire. Donc, mon message n'est pas de dire qu'on ne va pas investir dans les GRD, mais en tout cas, on va trouver des business models complémentaires en soutien au rôle du GRD et c'est exactement les projets qu'on développe ici. Et enfin, une informatisation et une digitalisation massive du secteur parce que tous ces projets de nouveaux business models, de flexibilité, qu'elles soient techniques, commerciales, de communautés d'énergie, de partage d'énergie au sein d'un bâtiment, de virtual power plant, viennent avec une communication parfaite entre le hardware installé et le software qui permettra un bon fonctionnement des projets et des applications. Alors, comme vous le savez tous, toutes et tous, le cluster TWID a toujours été orienté projet. Et donc, on se posait la question de l'analyse finalement de ces nouveaux business models et de ces nouveaux acteurs du marché de l'énergie. Et comment est-ce qu'on a fait ça ben on a développé, en tout cas on a été lauréat de deux projets importants de recherche en la matière. Il y a premier le projet Amorce et deuxièmement le projet Ecoflex. Alors, le projet Amorce, comme son nom l'indique, c'est très compliqué, mais c'est l'analyse macro et microéconomique pour l'optimisation et la réplicabilité des communautés d'énergie. C'est déjà tout un programme. Alors, je ne veux pas aller dans les détails de la présentation du projet, mais retenez deux choses. Il y a deux parties du projet. Il y a deux parties au projet Amorce. Premièrement, l'analyse théorique et mathématique et la démonstration du fonctionnement pratique d'une communauté d'énergie. On a travaillé avec des modélisations mathématiques de fonctionnement concret et technique d'une communauté d'énergie dans la première partie du projet et dans la deuxième partie du projet, on va le concrétiser dans le développement et la mise en place de démonstrateurs et qu'on appelle Living Lab. Ce seront des communautés d'énergie pilotes au sein de la ville de Liège. Ici, vous avez tous nos super partenaires avec qui on travaille beaucoup et on va dans les détails au day-to-day de ce qui se passe et de comment ça fonctionne. Et vous voyez effectivement que les flux sont de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Euh, et j'en viens directement à la conclusion, aux conclusions partielles du projet Amorce. Alors, sont initialement ici les conclusions théoriques de modélisation par NJ Laborelec, comme vous voyez sur la slide. On a étudié le potentiel de réplicabilité, comme le dit Amorce,
des communautés d'énergie. Et donc, on est arrivé aux conclusions suivantes qui disent que la CER, effectivement, incite à installer davantage de production, de production renouvelable décentralisée. Donc, on parle ici de panneaux solaires majoritairement, que la flexibilité de la CER, batterie communautaire ou véhicule électrique, peut contrer partiellement et dans certains cas les fluctuations de tension. Je n'ai pas repris ici les graphiques parce que Renaud m'a attribué 10 minutes et 10 minutes, j'ai pas le temps d'aller dans le détail des graphiques. Par contre, je vous conseille d'aller visiter ce site clustertweed.be pour retrouver l'ensemble de l'étude qui est très bien faite, je le souligne, pour mes partenaires Amorce de Laborelec. Et donc, complémentarité entre voitures électriques, véhicules électriques et communauté d'énergie, effectivement, la communauté d'énergie permet de diminuer l'impact de la facture sur les véhicules électriques en maximalisant l'autoconsommation et l'autosuffisance. Donc, on voit qu'il y a une corrélation, et c'est vraiment ça qu'on voulait démontrer, entre l'installation de communautés d'énergie, le pilotage intelligent de cette communauté d'énergie, la capacité la capacité du réseau à intégrer les nouvelles capacités de production de renouvelables et également les nouvelles voitures électriques. Alors, le projet Ecoflex, il va plus loin. Donc, on part des conclusions amorces et on va plus loin. On analyse finalement le potentiel de flexibilité. Alors, je vous rappelle que je vous rappelle de nouveau que j'ai 10 minutes, donc je ne vais pas reparler de ce qu'est la flexibilité. Pour ça, je vous renvoie à un précédent webinaire que le Cluster Tweed avait organisé, je pense, en 2021 ou 2022. On pourra envoyer ça dans le feedback. Mais donc, le projet Ecoflex étudie le marché de la flexibilité dans le cadre des communautés d'énergie et des stations de recharge pour véhicules électriques. Donc, finalement, la puissance pilotable pour les mécanismes et produits d'équilibrage. Donc, on travaille autant ici avec les GRD, et ça, c'est peut-être le point fondamental de ce projet-ci. Hein, c'est le point 3 et le point 4. On travaille autant avec les GRD. Ouais, je vois que Renaud remet sa caméra, donc il me reste 2 minutes. Je vais me dépêcher. Autant avec les GRD au niveau micro qu'avec Elia et les agrégateurs au niveau macro. Donc finalement, on essaie que tout le monde se réconcilie. J'utilise ce mot-là en disant, je vous rassure, ils ne sont pas encore fâchés, mais on essaie d'aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est de effectivement réconcilier la flexibilité locale avec la flexibilité commerciale, la flexibilité technique au niveau macro et la flexibilité commerciale au niveau macro, je me suis trompé, peu importe, vous avez compris. Et donc, l'objectif, c'est le développement d'un EMS UFP, donc Universal Flexibility Platform, où dans cette plateforme, à terme, à la fin du projet, vous aurez un EMS intelligent, comme son nom l'indique, qui permettra de piloter la flexibilité tant locale que commerciale. Voilà comment on va travailler dans le projet Ecoflex. Voilà les partenaires du projet Ecoflex. On est en train de mettre en place un site internet. Donc, je vous enverrai également le lien vers le site internet dans le feedback. Avec tout ça, et là, je laisserai la parole à l'intervenant suivant qui représente le cabinet du ministre Henry et donc le gouvernement wallon. Le gouvernement wallon a publié tout récemment une cartographie du plan Borne, hein, donc qui va être étudié, finalement, qui a été étudié dans le cadre d'Amorce et qui seront étudiés dans le cadre d'Ecoflex. On arrive à une conclusion, effectivement, 1 plus 2 égale 3. Mais donc, Amorce, pour reparler de mes 2 projets études, Amorce a démontré le lien existant entre les communautés d'énergie, les véhicules électriques et le réseau, et je ne l'ai pas indiqué ici. Deuxièmement, Ecoflex va étudier en détail le potentiel de ces nouveaux marchés. Et finalement, si j'en conclurai par là, parce que je vois que c'est fini, la complémentarité finalement en toutes ces nouveaux business models et les interactions avec les services au réseau. Donc, vous développez maintenant quelques projets, que ce soit dans le secteur de l'énergie, vous serez confronté
euh, au GRD qui vous diront, ben, travaillons ensemble. Alors, travaillons ensemble par un EMS, avec un EMS au niveau local, travaillons ensemble avec un EMS au niveau plus macro via des agrégateurs, mais de toute façon, votre projet servira à la transition et votre projet sera confronté aux questions de flexibilité, de diversification et d'interaction entre tous les acteurs du marché. Et donc, mes deux flèches de conclusion finale, c'est-à-dire que vous aurez des flux financiers et administratifs dans les deux sens. Donc, vous aurez des flux financiers in et out, que ce soit avec les GRD ou avec vos partenaires, et vous aurez des contrats dans tous les sens, parce que le monde change, le monde de l'énergie se complexifie, et donc ces interactions entre tous les acteurs, que ce soit au niveau local ou au niveau global, sont maintenant inévitables. Merci J'en reste Philippe. là. Merci beaucoup Philippe, c'était intéressant de voir un peu la perspective un peu plus hélicoptère de la position de différents développements et de la fonte ici, la refonte qu'on va avoir effectivement les organisations de la flexibilité. Et c'est un super tremplin pour Simon Abran donc de prendre le relais. Simon, est-ce que je te laisse présenter tes slides? Ouais, on va faire comme ça. Juste pour prévenir, donc moi je dois partir à midi, donc ce que je propose, si c'est possible, c'est que je vais essayer de finir ma présentation à midi à 11h30. Et comme ça, peut-être on va laisser 5 minutes de questions. Je ne sais pas si c'est possible de modifier Oui, un oui, petit peu le programme. on avait réservé ces 20 minutes. Je pense que les questions-réponses seront aussi intéressantes si elles sont constructives en tout Donc cas. voilà ce que je propose, comme Voilà, ça, s'il y a des questions sur ma ça marche. présentation, on peut directement. The floor is yours. Ouais. Alors je vais partager. Tu me cèdes mon écran? Tu peux partager, non? Ouais, ok. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Non, on ne le voit pas. Il faut que tu recommences l'opération, je pense. C'est bon? Non, Simon, non. 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 Tu Je dois, vais... tu dois ouvrir ta fenêtre PowerPoint et puis ensuite tu fais partager l'écran et tu sélectionnes l'écran PowerPoint. Attendez, sinon... Sinon, Simon, ce que je vais faire, je vais peut-être lancer ta présentation, comme ça, Ouais, ok, ce c'est sera plus plus simple, facile, comme ça, hein, il on me est sûr que ça semble. fonctionne. Comme ça, je pourrais maîtriser le temps aussi. Non, c'est pour rire. Hop, voilà, je te mets donc directement sur la bonne page. Hop. Voilà, est-ce que tu vois mon écran? C'est parfait. Donc, ouais, tu peux changer de slide. Donc, ouais, je commençais assez rapidement, parce qu'à mon avis, on est déjà un peu au courant que, donc, voilà, les voitures électriques, c'est parti. On voit le graphique de l'augmentation du nombre de voitures électriques d'année en année. On voit que sur les dernières années, ben, ça double, le nombre de voitures électriques double chaque année. Donc ici, j'ai repris un chiffre qui est assez vieux, donc clairement, ce chiffre n'est plus d'actualité, mais bon, c'est quand même bien de savoir un peu une ordre de grandeur. Donc, on est dans les plus de 10 000 véhicules qui sont 100% électriques et le double pour les plug-in hybrides. Et alors, il y a certaines projections où l'ULB estime qu'il y aura 10% du parc qui va être atteint d'ici 2030 environ. Et donc, nous, dans le PASS, on va aller plus loin. Donc, le PASS, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est donc un document stratégique que la région wallonne a publié au gouvernement qui donc, met différentes orientations stratégiques. Et donc là, on met qu'on aimerait bien atteindre les 25% de voitures électriques d'ici 2030. Donc là, c'était pour avoir quand même un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'une borne de rechargement. C'est assez utile voilà, de montrer un peu ce que... parce qu'en fait, il y a différents types de bornes de rechargement. Donc, il y a les bornes lentes, tout ça, c'est souvent ce qu'on met à domicile ou au travail, donc qui sont des bornes de 3 à 7 kW, où là, il faut au minimum 4 heures pour bien recharger son véhicule.
Il y a les bandes semi-rapides où là, c'est plutôt destiné à des bandes de destination. Donc, genre, quand on va au restaurant, on va à la piscine, voilà, donc on va dans un endroit et on en profite pour charger sa voiture. En 2-3 heures, on a quand même bien chargé sa voiture dans des bandes de 11 à 22 kilowatts. Il faut savoir que pour un ordre de grandeur, c'est que 15 kWh, donc avec une bande d'un peu plus avec une bande d'11 kilowatts, avec un peu plus d'une heure, on peut arriver à faire 100 km avec une petite voiture. Et alors enfin, il y a les bandes rapides où là, on peut arriver à charger son véhicule en un quart d'heure. Donc là, c'est vraiment des bornes qui sont destinées à des bornes, par exemple, quand on est en transit, donc c'est les bornes sur les autoroutes. Là, c'est vraiment très utile de charger rapidement sa voiture. Donc là, je mets des estimations de coûts, mais je pense que ça, on peut aller au slide suivant, qui parle donc du nombre de bornes. Donc ici, c'est assez difficile d'avoir un nombre exact. Donc là, il y a l'application ChargeMap que tout le monde peut accéder, où on voit le nombre de bornes. Et là, on est à 3300 bornes publiques. Et alors, il faut savoir qu'il y a donc aujourd'hui, il y a 48 bornes rapides sur les autoroutes. Voilà, donc c'est clairement, il y a un besoin. Aujourd'hui, ça va encore le nombre de bornes, mais on voit que vu l'augmentation des voitures électriques, il faut augmenter le nombre de bornes. Et donc là aussi, dans le pass, on a fixé des objectifs qui sont donc de 25 000 bornes publiques. Donc on peut voir qu'il y a une grande ambition et on peut voir qu'entre 3 300 bornes et 25 000 bornes, donc il va y avoir un besoin d'implanter des bornes dans les années à venir. Donc de 25 000 bornes, c'est pour l'année 2030. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Donc ça, c'est assez utile de savoir un peu de quel type de borne on a besoin. Donc en fait, on a besoin de toutes les bornes. Donc si on a un emplacement près de enfin, un parking privatif, ben, une borne lente, c'est très utile pour recharger la voiture la nuit. Si on n'a pas de parking privatif, il est utile d'avoir une borne publique lente pour pouvoir faire ça, mais donc près de chez soi. Donc les bornes de destination sont aussi utiles quand on va aller au restaurant ou enfin, quand on se déplace. Et en fait, il faut savoir que une voiture, en fait, elle reste plus de 90% du temps à l'arrêt. Et donc, c'est vraiment à ces moments-là que c'est assez utile de charger sa voiture. Et normalement, il faut privilégier les bornes lentes aux bornes rapides parce que les bornes lentes vont moins déstabiliser le réseau électrique que des bornes rapides où là, on va avoir besoin de beaucoup de courant à un moment donné. Maintenant, on sait bien qu'on va avoir besoin de ces bornes rapides aussi vu que ben, la Wallonie est un territoire de transit. Donc, des gens vont voyager, vont traverser la Wallonie. Il faut qu'ils sachent charger. Et puis aussi, les gens qui parcourent des grandes distances tous les jours doivent aussi savoir recharger leur voiture rapidement. On peut passer au slide suivant. Et donc ça, ce graphique est assez parlant. Donc ça représente un peu les différentes consommations en fonction donc du type où on va charger sa voiture. Donc c'est un peu ce que je disais juste avant. Et donc là, je mettais un peu le focus. Donc j'ai encadré les bornes de destination. Et donc là, on peut se dire que c'est assez homogène les consommations, mais en termes de nombre de bornes, évidemment, donc ici, c'est des consommations en kilowattheure, mais en termes de nombre de bornes, clairement, les bornes à domicile, ce graphique-là, on ne verrait même pas les autres, on verrait que les bornes à domicile, parce qu'ici, c'est des petites puissances, mais donc en termes de nombre, les bornes à domicile sont très importantes. Donc on voit que pour les bornes publiques, ben, il y a vraiment deux gros points à travailler, ce qui sont les bornes de destination et les bornes de transit. Et donc c'est justement ces deux projets-là que je vais vous présenter. Et donc avant, donc là, on parle aussi encore des bornes semi-rapides. Et alors, un petit point qui est important de souligner, c'est qu'il y a une règle européenne qui est aussi d'application, qui en fait, tous les 60 km, il devrait y avoir des bornes rapides. Et donc là aussi, il y a donc une exigence européenne qu'il faudra respecter, qui sont aussi donc, dans notre stratégie de déploiement des bornes. Voilà, on peut passer au slide suivant. Et voilà, donc là, les projets. Donc, il y a vraiment deux types de projets. Voilà, je vais présenter. Donc, il y a les bornes, comme je disais, donc les bornes publiques sur l'espace public, où là, ce sera des bornes semi-rapides, donc des bornes de 22 kW. Et là, le plan, c'est d'installer 2000 bornes sur tout le territoire wallon. 150 kilowatts. De quoi? Ah, pardon, Donc, excuse-moi, mon micro, excuse-moi. oui. C'est ça, pardon. Et alors, le deuxième point, c'est donc des bornes rapides. Et donc, là, on mettait ça, c'est à titre informatif, c'est 75 bandes de 150 kW. Maintenant, donc si on est à des 300 kW, l'objectif est plus bas, donc c'est à titre indicatif, mais donc c'est environ 75 bandes de 150 kW pour les bornes sur le réseau structurant, donc c'est vraiment les bornes rapides.
Donc voilà, donc pour le projet 1, là je reprends la cartographie que Philippe a montré. Donc la cartographie a été réalisée, donc elle a été réalisée entre septembre 2021 et mars 2022. Donc là, c'est tous les points qu'on voit, donc c'est tous les sites d'intérêt que les agences de développement de territoire ont déterminés. Et pour chacun de ces sites-là, en collaboration avec les GRD, ils ont mis, voilà, est-ce que c'est facilement raccordable ou pas? Donc, il y a aussi ce côté de savoir pour chaque hexagone, est-ce que ce sera facile de raccorder la borne au réseau? Donc là, quand les points sont verts, c'est que c'est vraiment facilement raccordable. Il n'y aura pas besoin de faire un renforcement du réseau. Quand c'est orange, c'est qu'il y a du réseau, il y a du 400 volts dans cette zone-là, mais pas partout. Et donc, il faudra tirer un câble du réseau jusqu'à la cabine. Et par contre, les zones rouges, là, c'est vraiment très compliqué à raccorder car il n'y a pas de réseau 400 volts dans ces régions-là. Et donc, la région Wallonne, en fait, elle va se focaliser sur les zones vertes et oranges. Et donc, le plan de déploiement, c'est de développer des bornes sur toutes ces zones vertes et oranges. Donc, l'appel à intérêt aux différentes communes a été envoyé. Donc là, on peut voir sur le slide suivant le nombre de communes qui ont répondu. Et donc, après cet appel, on voit qu'il y a 1700 bornes qui ont suscité de l'intérêt aux différentes communes. Donc, on est un peu en dessous de notre objectif de 2000 bornes. Mais bon, ce n'est pas si mal. On n'est pas si loin des 2000 bornes. Donc voilà pour le premier plan. Donc là, j'ai mis une sorte de rétro-planning pour voir un peu, pour que vous sachiez où on en est. Donc, vraiment, tout ce qui était études, cartographie a été réalisé. Et là, on va lancer le lancement des marchés fin de cette année. Donc, il reste quelques points à finaliser, genre les coûts de raccordement, comment est-ce qu'on va subsidier l'argent de la région wallonne aux différents opérateurs de bornes qui vont être sélectionnés. Donc, il y a quelques petits points à finaliser, mais après, donc, le lancement des marchés n'est pas encore réalisé, mais il sera réalisé fin de cette année-ci. Et donc, après, je vais passer à l'autre plan, qui sont les bornes rapides. On peut passer au slide suivant. Donc, pour information, j'ai mis le tableau de toutes les bornes qui sont disponibles pour le moment sur le réseau structurant, donc sur les aires d'autoroute. Donc aujourd'hui, il y a 50 bornes qui sont installées. Donc, il faut savoir que donc, sur toutes les 16 aires qui sont concédées, il y a déjà des concessionnaires qui installent des bornes de rechargement sur les différentes aires d'autoroute. Donc, on va passer au slide suivant où en fait là, le plan de déploiement, ça concerne sur les zones qui sont non concédées, où c'est plus facile en fait de lancer tout un nouveau marché, donc de lancer des nouvelles zones où on peut développer des bornes de rechargement. Et donc, quand on regarde les exigences du règlement AFIR, en fait, on peut remarquer qu'il faut au minimum 50 sites supplémentaires pour pouvoir correspondre à tous les 60 km, on a bien une borne de rechargement rapide. On va passer au slide suivant pour montrer donc l'état du projet. Où donc il y a eu un peu comme l'autre plan qui était donc une cartographie pour montrer les sites d'intérêt. Une étude similaire a été effectuée pour les bandes rapides. Maintenant, l'étude est totalement différente parce qu'on ne parle pas des mêmes puissances. Donc, c'est vraiment tout un travail différent que ce qui a été fait pour les bornes semi-rapides. Donc là, l'étude est toujours en cours. En fait, elle se finit le 30 juin. Donc, c'est vraiment bientôt, on va vraiment avoir toute cette étude qui va être finalisée. Donc, il y a eu une première identification de 87 sites. Puis après, pour ces 87 sites, ils ont vraiment poussé en profondeur les différents sites pour voir lesquels étaient les plus intéressants. Et donc, sur une cinquantaine de sites, ils sont en train d'analyser en profondeur voilà, quelle puissance on va pouvoir mettre sur chaque site, quelles vont être les contraintes au niveau sécurité, au niveau voilà, du coût de raccordement. Donc, on est aussi à la fin des études et donc la prochaine étape, c'est évidemment de lancer les marchés. Donc là aussi, les marchés ne sont pas encore lancés, mais c'est prévu qu'ils soient lancés fin de cette année 2023. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer fin de cette année au niveau des bandes de rechargement. Je pense. Voilà. Et donc là, c'est aussi pour, à titre d'information, on voit donc tous les sites qui sont étudiés sur la cartographie wallonne. Donc là aussi, on voit que c'est assez bien homogène sur tout le réseau, ce qui est normal vu qu'il faut respecter cette règle des 60 km. Donc, c'est logique que les points
soit bien réparties sur toute la région wallonne. Donc là, on peut passer au slide suivant. Donc là, ouais, je montrais les étapes qui restent à déterminer. Et donc, en termes de conclusion, aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de bornes de rechargement, on n'est pas tellement en déficit contrairement à ce qu'on dit, parce que si on regarde dans les bornes, on n'a pas des fils énormes pour recharger sa voiture, et il y a même certaines bornes qui ne sont toujours pas rentables parce qu'il n'y a pas assez de voitures électriques pour le nombre de bornes. Maintenant, quand on voit l'augmentation du nombre de voitures électriques, c'est sûr que pour demain, il faudra augmenter le nombre de bornes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait déjà naturellement dans des zones rentables. Il y a plein d'endroits où des bornes commencent à être installées. Et alors, par contre, pour les zones, pour avoir un développement vraiment très homogène dans toute la région wallonne, c'est pour ça qu'on a développé le premier projet qui permet de développer des bandes semi-rapides sur toute la région wallonne. Et alors, pour les bornes côté rapide, donc, il y a donc des aires d'autoroute qui sont concédées où il y a des développements de bornes rapides qui sont en train d'être effectués. Et donc, en plus, il y a une cinquantaine de sites qui vont être soumis à un marché de concession pour pouvoir développer des futures bornes de rechargement rapide. Donc, voilà, c'est assez rapide. Donc, c'est pour pouvoir avoir des questions un peu plus précises maintenant, si c'est possible. Merci Simon pour la présentation, très claire. Je pense qu'il y a déjà, en fait, il y a eu des questions Moi, qui sont j'ai vu. arrivées et je pense Sorry, que tu as y répondu, mais parce que par rapport au réseau électrique, est-il prêt pour autant de bornes de recharge? Je pense que la carte enfin, y répondait, ça a été écrit au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des zones oranges et rouges et vertes et vous axez pour le moment sur le plan, sur les zones vertes et oranges, donc là où on peut intégrer ces bornes dans le réseau. Pour la suite, évidemment, il faudra des investissements dans les infrastructures pour pouvoir faire le complément. Je suppose que c'est ça la réponse, hein. Oui, et alors il faut savoir que c'est vrai que pour les zones orange, l'air de rien, maintenant qu'on est en train plus de regarder ces coûts de raccordement, mais même pour une zone orange, en fait, ça fluctue très fort le prix en fonction du nombre de mètres de câbles qu'il faudra tirer. Donc si la borne est située à plus de 50 mètres de la boîte 400 volts, en fait, c'est beaucoup plus cher que s'il est en dessous des 50 mètres. Et donc là, on est en train de voir avec les GRD pour avoir un tarif un peu plus forfaitaire et donc d'avoir des coûts un peu plus homogènes d'une zone à l'autre, sinon ça Ouais. risque d'être très complexe. Par Et rapport au projet de bande rapide, c'est donc, on a compris que c'était en lien avec la Sofico, hein, que le marché va être lancé. ouais. Donc ça a été Et répondu. pour répondre à une question avec les 90 € le kilowatt, mais je pense que c'est un peu cher, ça, 90 € le kilowatt. Je sais bien que Fastnet, ils font 67 €. C'est le prix de certaines, hein, ça c'est Ouais. clair. 90, c'est le Mais prix de alors, ça ne certaines. nous dérange pas tellement qu'il y ait un prix beaucoup plus élevé sur les bornes rapides, parce que le but n'est pas que, enfin, pour moi, c'est vraiment qu'en dernier recours qu'il faut charger sa voiture sur une borne rapide. Donc, en fait, quand on recharge sa voiture sur une borne rapide, c'est plus ou moins le même prix que si on rechargeait avec en fait, du diesel. Enfin, en termes de coût, c'est pratiquement le même prix que si on rechargeait avec de l'essence. Donc, voilà, c'est vrai que c'est moins intéressant, alors qu'on dit la voiture électrique, ben, c'est intéressant car ça nous coûte moins cher en termes de carburant. Mais c'est le cas si on se recharge dans une borne lente. Et c'est pour ça qu'il faut toujours inciter, quand c'est possible, que les gens se chargent sur une borne plus lente. Parce que au niveau du réseau, c'est meilleur. On arrive à plus lisser la consommation, à moins déstabiliser les réseaux. Mais on est bien conscient que les bornes rapides sont nécessaires aussi. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas un très gros frein que ce soit plus cher, quoi. Enfin, que ce soit assez Non, mais cher. je pense que la question aussi, c'est vu qu'elles sont subsidiées, est-ce qu'après on laisse le marché faire ce qu'ils veulent alors qu'ils ont été subsidiés? C'est vrai qu'il y a un côté peut-être. Et les bornes rapides, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore à quel point elles vont être subsidiées, mais pour ce qui est en réflexion pour le moment, c'est subsidier que celles qui vont devoir développer un renforcement du réseau très conséquent et qui, donc, en fait, si on n'intervenait pas, ben, il n'y aurait pas de développement dans ces Mm. zones-là. Un opérateur privé n'irait jamais développer une borne vu les coûts d'investissement pour raccorder au réseau. Et alors, à ce moment-là, on va avoir des prix encore plus hauts que les 90, les Ouais, ouais. 90 cents le kilowatt. Oui, oui, ok. Donc le subside, c'est aussi la capacité d'aller intégrer ces bornes-là dans le territoire, quoi, en Mhm. gros. Il y avait- Peut-être reprendre la question de Clé qui est assez intéressante là-dessus, sur la complémentarité batterie borne.
Donc c'est quoi la question? La complémentarité, donc le fait avec les véhicules V2Grid? Ben, je vais reprendre la question parce qu'elle vient d'arriver. Est-ce qu'un stockage fixe local est-il également intégré aux stations de recharge pour réduire les pics de consommation? Une norme est-elle prévue à ce sujet? Non, pour l'instant, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Il y en a certains qui proposent de mettre des panneaux pour pouvoir avoir un peu plus d'autoconsommation, mais pour les bornes rapides, c'est tellement conséquent comme puissance qu'il faut que ce serait clairement un champ de panneaux qu'il faudrait pour avoir réellement une autoconsommation. Par contre, pour les bornes semi-rapides, ben, même à mettre genre un carport et des bornes en dessous, ben, ce serait assez efficace et on pourrait être en autoconsommation la journée. Il y a deux questions, merci. Il y a deux questions qui sont, à mon avis, corrélées. C'est votre rôle au gouvernement de régulation, aussi bien au niveau des prix, finalement, au niveau de l'affichage des prix. Et donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par le cabinet ou par le gouvernement sur ce sujet-là, au-delà des deux projets bornes qui ont été présentés? Ouais. Au niveau des bornes rapides, il y a une obligation européenne où ils sont obligés d'afficher les prix. Par contre, ce n'est pas le cas pour les bornes semi-rapides. Maintenant, sur notre plan de déploiement où on va donc déployer des bornes, on peut clairement stipuler dans notre cahier des charges qu'il s'est obligé de mettre le prix. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Et le rôle, donc, dans les appels à projets, pour bien comprendre la succession, donc il va y avoir une série de communes qui vont être sur lesquelles on va allouer un certain nombre de bornes. Et puis, c'est à ces communes-là de faire des cahiers des charges pour les opérateurs privés. Donc, ce qu'on a voulu faire pour simplifier justement la vie de toutes les communes, c'est que les communes en fait n'auront rien à faire. Elles n'auront pas un cent à mettre dans le projet et pas de procédure à réaliser. Donc, ça va être les agences de développement de territoire qui vont lancer les marchés et alors elles vont pouvoir s'intégrer. Donc, si elles le souhaitaient, donc on avait quand même laissé la possibilité que les communes puissent lancer leur marché elles-mêmes, mais pratiquement toutes les communes étaient d'accord de s'intégrer à leur agence de développement du territoire et comme ça, ben, en fait, c'est les ADT qui lancent les marchés et les communes n'ont entre guillemets qu'à signer le contrat. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé un appel à intérêt pour savoir si elles étaient bien intéressées sur les sites. Donc, elles ont bien montré leur intérêt. Et donc, maintenant, les, les agences de développement de territoire peuvent lancer les marchés pour compte des communes. OK, merci. Et je reprends la dernière question. Enfin, c'est pas Et une alors, ce question, sera ça va vraiment être une concession pure, hein. Donc, c'est une concession. Les opérateurs auront donc les territoires pour développer les bornes et c'est vraiment eux qui vont devoir investir à la totalité de la borne, investir les coûts de maintenance. Donc, ce sera vraiment l'exploitation de la borne sera totalement cédée aux futurs opérateurs de borne. OK. Donc, voilà. Merci. Bah, je vois que la dernière, c'est plutôt un commentaire par rapport à la stratégie entre la stratégie de borne publique et stratégie de borne domestique, finalement. Mhm. Ben, c'est vrai qu'on peut aller regarder dans les autres pays qui ont une légère avance pour voir le niveau maximum. C'est, à mon avis, assez complexe, mais je pense que ça a été montré dans ta présentation qu'il y avait plusieurs études qui ont démontré le besoin de bornes publiques et avec une certaine estimation. Je pense que les 2 000 à 3 000 bornes publiques sont de toute façon nécessaires, non? Ouais, ça, oui. Moi, je crois que la réponse est donnée. Merci hein, pour la présentation très claire et pour les différents retours. Si tu as encore quelques minutes et que dans les messages par écrit, tu peux donner une réponse par écrit, c'est parfait. Mais il n'y a pas d'obligation, hein. Donc, Ok. merci beaucoup, Simon. Merci à vous. De toute façon, je pense qu'avec ton accord, Simon, on pourra aussi partager peut-être tes coordonnées, ton adresse email pour d'autres questions, ou alors on fera nous le relais pour les futures questions avec les acteurs du marché. Acteurs qui sont ici représentés, en tout cas, il y en a 2 qui vont prendre le micro aujourd'hui, avec d'abord Total Energy, donc qui va pouvoir faire aussi peut-être une petite transition avec ta présentation. Merci beaucoup, Simon, pour tout ce que tu as présenté ici. Est-ce que Amaury, tu es là? Oui, 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 bonjour. voilà. Bonjour à tous. Oui, Voilà, je te laisse la parole. Je te laisse partager ton écran oui, et on se reprend alors à la fin pour une question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, comme vous l'avez très bien fait pour le précédent. Et je pense que Cédric en prendra aussi directement une ou deux à chaud pour te les adresser après. Voilà, je te laisse. bonjour à tous. Voilà, donc un tout grand merci
Renaud pour l'invitation. L'objectif aujourd'hui, au fait, c'est d'un peu présenter nos activités EV au travers de la compagnie, mais également d'expliquer un peu les procédures, les systèmes et l'organisation qu'on a mis là autour afin de répondre aux différents points de charge qu'on opère depuis les 6 à 10 dernières années. Donc, moi, je m'appelle Amaury Phillips, donc je suis Tender et Business Manager B2G, donc c'est pour tout ce qui est entité publique. Et donc, l'objectif ici, c'est d'un peu expliquer qui nous sommes. Donc, dans cet aspect de la transition en fait, énergétique, on a démarré au fait nos projets au fait le long des stations-service, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. L'idée, c'est que notre transition énergétique s'est opérée au travers de ce changement de nom l'année dernière, mais également au travers de ces objectifs clairs pour 2030 et 2050. Notre compagnie, en fait, c'est plus ou moins 100 000 personnes au travers de 130 pays. Et l'idée, c'est que cette transition s'opère majoritairement au travers de l'électrique ici en Europe. Nos objectifs, en fait, sont la fiabilité, la simplicité et la proximité. Donc, l'objectif, c'est d'être proche de l'utilisateur final, proche également des entités publiques et également proche des entreprises qui ont le même objectif de réduire, au fait, les émissions et donc de les accompagner au travers des différents projets et des différentes entités dans lesquelles on travaille. Comme vous pouvez le savoir, avec les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur de transport ou d'autres, l'objectif, c'est de mettre en place le long des stations, des autoroutes, au fait, un peu partout en Europe, des bornes de recharge rapide auxquelles le prix est affiché à la borne en kilowattheure. Et alors, l'objectif, c'est que avec l'annonce en fait de la fin de juin et des débuts des départs en vacances, eh bien, il serait important pour tout un chacun d'entendre que tant en France que dans d'autres pays, si vous irez, le coût est soit à la minute, soit au kilowattheure, mais que aujourd'hui il y a assez d'infrastructures en fait pour répondre à la demande pour cet été. L'objectif aussi pour nous, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous arrêter, prendre le temps de faire cette recharge. Soit si vous avez une voiture hybride, bon, ce sera plus ou moins 50 km d'autonomie. Si vous avez une voiture 100% électrique, eh bien, vous pourrez aller beaucoup plus loin en termes de range et donc de capacité. Et donc, en fait, le temps de charge ici avoisine les 3/4 d'heure, donc pour une borne qui va d'une borne rapide voire à ultra rapide qui va jusqu'à aujourd'hui le long des stations-service jusqu'à du 300 kW. Ce que vous voyez, c'est que cette transition, elle s'est opérée au travers des carburants, mais vers du e-fuel, mais c'est surtout vers cette électromobilité dans laquelle TotalEnergies a décidé d'avancer à grands pas. Donc, en fait, les segments dans lesquels on est actif, en fait, sont le domicile, les parkings, les sites publics aussi, et les stations-service sur lesquelles nous opérons des bornes toujours de recharge rapide. Et le long des park and ride, si vous allez à Côte-Belge, il y a également des bornes de recharge lentes. On a un acteur intégré, ça veut dire que on produit de l'énergie verte en local, mais au travers de l'expertise des cartes, donc, mais également donc les cartes EV et les applications, ça vous permet en fait de trouver facilement, tant en Belgique en fait un point de charge que dans les autres pays limitrophes et un peu partout en Europe. On est également constructeur de bornes et on a des installateurs et on a également des opérateurs qui s'occupent de la maintenance préventive et curative de ces bornes
si on parle de concessions qui vont de 5, 10, voire 15, fin de 5 ans. Donc, tout dépend en fait du marché et ça dépend aussi de comment elle évolue en fonction des besoins des entités publiques et qui sont plus ou moins différentes entre le Nord, le Sud, la France ou d'autres pays comme l'Allemagne. Les points de charge, aujourd'hui, la compagnie opère plus ou moins 43 000 points de charge. Ça veut dire que l'histoire a surtout débuté en Hollande avec MRA, donc c'est la région d'Amsterdam. Il y a eu plusieurs concessions, donc des petites, des plus grandes concessions. On remarque que dans les grandes capitales européennes, telles Londres, il y a également eu plusieurs marchés publics. Pour Paris, par exemple, c'était une concession donc, et de 2300 points de charge. Ça, c'est la partie bleue. Il y a partie également de bornes de recharge rapide, donc les HPC. Généralement, on dit à partir de 175 kW jusqu'à 300. En fonction des modèles de véhicules, on pourrait aller jusqu'à ces 300 kW, mais avec les véhicules qui sont construits aujourd'hui, les 175 kW suffisent, quoi. Comme vous pouvez voir, il y a des concessions ici en cours en Belgique. Pour l'instant, on a eu la chance de déployer à Bruxelles 850 points de charge. C'est un projet qui a débuté en 2018. Il était à la base convenu d'en placer 400, avec une volonté de la part de Bruxelles Mobilité et de la région bruxelloise. On a pu continuer le projet en attendant la concession 2, concession 3, un peu comme dans le même modèle que la Hollande. Aujourd'hui, ce qu'on peut en conclure avec les 850 points de charge, c'est que il y a des procédures, il y a de la standardisation, il y a de l'excellence opérationnelle sur lesquelles on a pu grandir, et également avec les collègues de Hollande et de la France, on a pu faire en sorte de standardiser au maximum. Ce qui fait que quand il y a eu la concession d'Anvers et de Gand en 2021, eh bien, on a pu continuer à installer au fait ces bornes avec des principes qui sont un peu différents de ce que j'ai pu entendre ici pour la Wallonie, mais ça vient du Nord, en fait. Donc, il y a 3 principes. C'est le borne suit voiture, borne suit borne et des localisations stratégiques. Quand je dis ça, ça veut dire que quand vous achetez un véhicule électrique, eh bien, vous avez droit à faire une demande au travers de la ville d'Anvers ou bien également de Gand, afin de demander une borne. Et donc, en fonction d'un déploiement que j'expliquerai dans quelques minutes, eh bien, soit elle se trouve pratiquement devant chez vous ou un peu plus loin. Et donc, la Flandre a également lancé un appel d'offres, on va dire, l'année dernière, en Q1 de l'année dernière, pour 10 000 points de charge. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qui était divisé en 5 lots. Et sur ces 5 lots, en fait, Total Energies a répondu pour la Brabant flamand et pour la Flandre occidentale. Et donc, ça équivaut plus ou moins à 4 400 points de charge. Et c'est sur lesquels on essaye de répondre au plus vite. Mais il est vrai que le retour d'expérience fait que parfois, au travers des GRD, ça peut prendre un peu de temps au niveau des demandes de raccordement et aussi de l'installation des raccordements. Mais on y travaille au quotidien afin de fluidifier l'activité avec eux ensemble. Et deuxièmement aussi, c'est les décisions. Cela prend pas mal de temps afin d'avoir un acteur, une ville ou une commune qui décide de l'endroit en fait, où ils peuvent placer la borne. Et donc, là aussi, on essaie de conseiller les villes et les communes qui sont parfois, qui n'ont
pas nécessairement une entité mobilité ou du personnel, afin de pouvoir, au travers donc, de MOE, l'entité qui est sous la coupe du ministre de Lydia Peters de la mobilité en Flandre, de faciliter au fait le flux. Et donc, ces 4400 points de charge, c'est un chiffre qui a été donné par le ministre Lydia Peters et qui, au fait, peut être plus ou peut être un peu moindre, mais l'objectif, c'est de pouvoir, en déant les 2 plus 1, un an, donc sous les 2-3 ans, de pouvoir installer un maximum de points de charge. Ici, un petit rapide, une vision en fait de comment on peut essayer de standardiser au plus vite les étapes au fait d'une demande jusqu'à une proposition qui est une proposition en fonction de différents éléments qui sont entrepris entre les GRD, les cartographies qu'on reçoit en fait de la région, ici dans ce cas-ci wallonne, et qui nous permettront en fait de proposer un endroit clé, stratégique, qui permettra aussi alors de ce fait, le plus proche de la cabine, d'avoir en fait une borne qui sera placée. Et donc, lorsqu'elle est validée, et bien les étapes suivantes s'opéreront tels les préparatifs de l'installation et la mise en service des bornes. Ici, généralement, on parle de bornes de 22 kW, donc 2 fois 11. Donc, dans ce cas-ci, au fait, c'est pour la Flandre et pour Bruxelles, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'au travers de cette standardisation et de l'outil, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est les systèmes qu'on utilise, qu'on a développés nous-mêmes, au travers d'un acteur local qui est Odoo. Ça nous permet, au fait, d'avoir, au fait, un outil qui intègre en fait les demandes pour les contrats d'énergie, les demandes via les GRD et qui permettent aussi avec notre installateur d'englober toutes les étapes. Et en fait, chaque ville et chaque commune dans l'outil que nous proposons, et alors là je fais le lien avec l'étape suivante, c'est nous permettre au fait d'avoir un outil qui donne chaque étape de la planification et donc au fait jusqu'à la mise en service. Et donc ça, c'est un outil qui est important en fait visuellement, qui permettra également en fait des villes et des communes de voir quand est-ce que le point de charge ou la borne, puisque ça peut être une borne de 1 point de charge ou ça peut être une borne de 2 points de charge en fonction des besoins, parce que ce qui est important aussi de ce que j'ai pu comprendre pour certaines villes et certaines communes de la région wallonne, c'est que, comme on a pu l'entendre, voilà, c'est la capacité électrique qui pourrait manquer. Et donc là, on a clairement fait attention. Et aussi, comme vous le savez ou pas, eh bien, en fonction du besoin technique, eh bien, on peut proposer des bornes qui sont différentes. Les points importants, comme vous pouvez le voir, c'est l'installation, la certification et la mise en service. Visuellement, ce sont des bornes qui peuvent être placées au milieu pour 2 places de parking, comme vous pouvez le voir ici. Une installation en tant que telle, il y a les aspects sécurité qui sont très importants. Et il faut compter quand même entre 3-4 heures pour placer une borne, puisqu'il y a des travaux de génie civil potentiellement à également effectuer, et il y a une checklist au fait à suivre afin d'éviter de placer une borne sans aucune règle. Donc ça, c'est important aussi, et ça, on l'expliquera au fur et à mesure du temps s'il y a des questions. Le point, comme je l'avais mentionné là tout de suite, c'était le type de borne. Ce que nous, on propose, ce sont des bornes qui sont produites localement, donc soit en Belgique, soit en France ou aux Pays-Bas. Donc la couleur, au plus elle est standardisée, au mieux c'est, mais si vous voulez une couleur qui soit grise ou qui soit verte, c'est possible. En fait, et aussi en fonction de
de la volonté. Alors là, je fais un peu le lien avec le V2G, c'est le bidirectionnel. Les bornes que nous installons et que nous avons installées jusqu'à présent en Flandre et à Bruxelles, mais également les bornes qu'on va installer dans le Brabant wallon dans pas longtemps, ce sont des bornes qui sont avec la fonctionnalité bidirectionnelle déjà intégrée dans nos bornes. Donc ça, c'est le message que je voulais faire passer un petit peu ici aussi. Et le message, et je clôture plus ou moins au travers de ce point-là, le message qui est important, c'est que une borne, eh bien, elle doit être facile d'utilisation. Donc, l'information qui doit se trouver sur la borne, eh bien, elle doit être très simple, très succincte et logique. Quelqu'un qui a un EMSP, donc qui a une carte, un abonnement, ou qui n'a pas d'abonnement, eh bien, doit pouvoir se charger. Donc, quand il y a un QR code avec un petit autocollant ici, avec un numéro de téléphone au cas où vous avez besoin d'assistance, eh bien, ce QR code vous permet au fait d'aller sur une application afin de pouvoir effectuer une recharge avec votre carte de crédit. Et donc, également, via cette application, ça vous permet d'avoir les prix, puisque c'est important aussi, de ce que j'ai entendu encore là tout de suite, de connaître le prix à la borne. Donc ça, soit au travers de cette application-là, ou bien au travers d'une application que nous fournissons déjà pour les clients Total Energies qui pour leur carte fleet, eh bien, c'est possible également. Par là, je voulais également passer vers un autre segment dans lequel nous, on est actifs également. Ce sont nos bornes de recharge à domicile. Donc, c'est un projet sur lequel on a déjà installé plus ou moins 1500 points de charge cette année. Donc, c'est un autre moyen, en fait, en plus le long des stations de service, le long des autoroutes, mais également le long des villes et des communes, eh bien, s'il y a un besoin de bornes à domicile, eh bien, c'est également un segment en Belgique dans lequel on est actif. Il faut savoir que dans d'autres pays comme la Hollande, ce n'est pas du tout la volonté au fait, de développer cette activité à domicile. Comme quoi, un pays n'est pas un autre. L'Allemagne, ça dépend des différents cantons, puisque avec les 800 GRD qu'ils ont, et non pas 4 ou un peu plus que nous on a, par rapport à la France où il n'y en a qu'un, eh bien c'est vrai que les objectifs des uns et des autres diffèrent. Et comme je l'avais déjà mentionné, on produit nous-mêmes nos bornes. Ça, c'est pour des sites, pour des entreprises B2B qui le désirent en Wallonie. On en a déjà placé pas mal. Comme vous pouvez le voir, elles sont parfois aussi visibles sur Waze afin de pouvoir vous charger, ChargeMap également, afin de vous charger de manière en toute simplicité. Donc, je le répète peut-être, mais donc c'est bientôt les vacances pour la plupart d'entre nous. Et donc, nos bornes de charge rapides seront disponibles le long des autoroutes. Et avec quelle carte? Eh bien, donc on utilise nous-mêmes nos cartes et nos applications afin de faire en sorte que vous puissiez aller vous charger dans les 400 points de charge qui sont disponibles, non pas nécessairement que par nous, puisque vous avez pu voir qu'on en opère 41 000 points de charge, mais également avec les partenaires et d'autres stations de service ou d'autres sites comme des hôtels et autres sur lesquels on a des partenariats. Dernier petit point, mais qui est quand même important, l'énergie verte, comme je l'ai mentionné, qui est fournie au travers des bornes, sont produites localement. Donc, on a l'Empiris, donc Total Energies Power and Gas, avec lequel on est en partenariat depuis plus de 6 ans, auquel on a des concessions comme Plate Taille, mais également le long de la côte belge avec des parcs éoliens, des concessions afin de produire au fait de l'énergie verte. Dernièrement, l'actualité fait que le stockage de batteries et l'hydrogène sont également des points importants, mais on a pu voir dans les journaux il y a 2-3 semaines comme quoi on va installer à Anvers le plus gros parc de stockage de batteries en Europe. Donc, c'est une volonté de la part de la compagnie de également développer encore plus ses activités en Belgique. L'hydrogène, c'est au travers de partenariats avec d'autres grosses structures avec lesquelles on évolue pour l'instant.
Et donc, en fait, cette offre combinée nous permet de fournir, en fait, tant l'énergie verte que cette solution de borne en fonction du besoin, de ce que j'ai pu entendre, presque 2000 points de charge, ou même voire un peu plus dans les prochaines années. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai fini. Merci. Merci Amaury, et merci aussi pour les comparaisons avec les autres pays. Je pense que c'est essentiel. Avec votre groupe, vous avez une vision sur l'international et ça permettait de voir un peu aussi ce qui se passe autour de nous. Il y a une question très pratique que je te laisserai répondre dans le chat, c'est de mettre le lien vers le portail client. Donc, je pense que c'est une question très pratique. Et autre chose, nous, on avait, ça fait le lien avec la présentation, mais on avait une petite question. Quel est l'avis ou peut-être personnel, peut-être pas spécialement l'avis du groupe Total dans son entièreté, mais sur le V2G, parce que ça a été apporté, c'est une information assez importante, c'est que les bornes sont V2G compatibles, en tout cas les bornes à venir. Quel est votre avis sur le développement du V2G, ses applications dans les années à venir? Vous m'entendez toujours, hein? Oui. Oui, oui. Donc, elle est très importante, en fait. Elle est très importante pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça permettra de répondre à cette problématique de budget. Il faut de l'argent pour pouvoir développer en fait, des espaces soit de stockage, soit de l'argent pour pouvoir faire en sorte que les infrastructures pour les GRD puissent répondre à la demande et à la demande à venir. Et il y a également, on doit réfléchir à ce développement de budget en fait, pour pouvoir répondre aux activités de demain. Fluvius a dépensé ou va dépenser une enveloppe budgétaire gigantesque pour pouvoir répondre à cette demande, mais tout le monde n'a pas une enveloppe budgétaire pour pouvoir se dire il va y avoir un réseau assez fortement développé pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire du bidirectionnel. Et donc, ce lien vers le bidirectionnel, donc le V2G, est clairement très important et permet au fait de renforcer ou de lisser, on va dire plutôt, l'énergie sur le réseau. Et donc, au travers de quel facteur ou quel type d'élément, ici, dans ce cas-ci, c'est les bornes. Et donc, les bornes, soit sur site public, et donc ça, c'est ce que je mentionnais là tout à l'heure. Donc, elles sont déjà prêtes, mais également les bornes de charge à domicile sont également prêtes. Celles que nous, on fournit sont, comme on dit, V2G ready. Donc ça c'est un peu la réponse clairement que moi je peux vous fournir. Ce qui est important aussi, c'est que le secteur de l'OEM, hein, donc les constructeurs automobiles, et aussi l'Europe puissent accepter en fait cette norme, hein, donc ISO 15118, qui permettra, et dans un avenir très proche, je le souhaite, de faire en sorte que dès que les véhicules et dès que la norme est validée et produite, eh bien que le vecteur qui est la borne ici à domicile ou sur site public puisse faire cet échange bidirectionnel. Bon, je pense avoir répondu à la question. Oui, ok, merci. Oui, tout à fait. Il y a une question de réglementation, mais c'est pour ça que je me permettais de la poser, parce que c'est des éléments de suivi qu'on peut faire. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le lien avec la présentation qui vient. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Amaury, effectivement, c'était intéressant d'avoir la vision. Je pense qu'il y a une autre question qui est venue entre-temps dans le chat, mais c'est pour Simon, je ne sais pas s'il est toujours là, on la relaiera par la suite. Donc voilà. Maintenant, donc, super transition, Cédric, pour le slide de Vincent Belin, qui va prendre la parole ici maintenant et partager sa présentation avec nous, qui va nous parler de V2G, de perspectives de développement, à quel moment et à quel niveau est-ce que la recherche peut aussi aider la flexibilité de certains assets sur 4 euros. Et donc, Vincent, voilà, on voit tes slides, on voit ton laser. La parole est à toi. Parfait. Merci Renaud. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter un petit peu commencer par l'optimisation de l'énergie et ensuite parler du V2G at work et at home et quelques use cases que nous avons réalisés. Donc voilà, donc tout d'abord, présenter la société. Donc pour beaucoup, ils connaissent très bien la société Enersol dans les panneaux photovoltaïques. Et en fait, Mobilize résulte de la joint venture entre le groupe Renault et Enersol.
Donc, la nouvelle stratégie de Renault aujourd'hui a été de créer une 4e marque qui s'appelle Mobilize Beyond Automotive, qui va graviter autour des 3 marques principales qui sont Renault, Dacia et Alpine. Et leur stratégie, c'est pour développer la vente des véhicules au niveau européen, il faut développer l'infrastructure, comme on l'a bien entendu ce matin dans les présentations. Et donc, Mobilize, aujourd'hui présent dans plus de 11 pays, donc chaque fois avec des partenaires locaux pour venir vraiment offrir tout ce qui est mobilité à ces services. Donc, nous avons un business unit pour Mobilize, qui est le département mobilité. Donc, au salon à Paris, il y a 4 véhicules qui ont été présentés sur la marque Mobilize. Donc, ça va être des véhicules uniquement pour le car sharing, court terme, moyen terme et long terme. Et c'est des véhicules 100% électriques et totalement recyclables. Également le département data, qui rabatterait les informations pour les valoriser. Et nous aussi dans le département énergie, où on accompagne les entreprises avec l'infrastructure de rechargement, les cartes de rechargement et vraiment une solution globale. Voilà, donc on voit que l'objectif du groupe est ambitieux, c'est que pour 2030, on vise 20% du chiffre d'affaires global de Renault avec l'entité Mobilize. Voilà. Donc pour continuer, je vais commencer par l'optimisation de l'énergie. Voilà, donc un point important aujourd'hui, on a beaucoup parlé des bornes, mais aujourd'hui, la problématique majeure, c'est la puissance disponible. Donc on voit, là je prends le use case par exemple d'Enersol. Aujourd'hui, on n'a que 125 ampères de raccordement, une borne pas jusqu'à 32 ampères, même si majoritairement c'est 16. On voit qu'au-delà de 3 véhicules, le compteur risque de sauter. Donc, il y a différents types de modulation et d'optimisation de puissance. Il y a le statique et le dynamique qu'on vient simplement moduler au niveau des bornes. Nous avons décidé d'aller un niveau d'optimisation plus loin en développant notre propre solution qui permet d'optimiser le chargement des véhicules sur les énergies renouvelables, mais également sur le besoin réel des utilisateurs. Et donc, je vais montrer tous les différents niveaux d'optimisation qu'on peut atteindre. Donc, quel est notre objectif? C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle a 2 besoins. Elle a besoin de mobilité, c'est-à-dire installer des bandes de rechargement et la transition vers les véhicules électriques via la fiscalité. Également des besoins d'énergie, donc panneaux solaires, éoliens, batteries. Donc, on a notre venture avec Enersol. Enersol est capable de répondre au niveau production d'énergie et Mobilize via la partie infrastructure de rechargement et véhicules électriques. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment se positionner, c'est vraiment être le lien entre les deux. Donc, pas uniquement fournir l'infrastructure, uniquement fournir la production, mais fournir l'outil qui va permettre justement de faire communiquer l'infrastructure de rechargement avec votre production d'énergie renouvelable pour, de 1, améliorer votre autoconsommation, du coup la rentabilité de votre asset de production, et de 2, charger vos véhicules au coût d'énergie moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une installation photovoltaïque, on a un coût moyen de 15 cents du kilowattheure, ce qui fait que vous avez, si vous rechargez sur l'entreprise, un coût qui avoisine les 3 à 4 euros 100 km. Comparativement à ce qu'on parlait sur les bandes publiques, on est plus à 12, 13, voire 14 euros pour 100 km. Donc, grâce à cette stratégie, on a pu du coup diminuer le coût au 100 km de nos véhicules en mettant dans notre carte policy le chargement à l'entreprise et du coup de diminuer le TCO de nos véhicules et du coup d'upgrader tous nos partenaires, nos collègues avec des véhicules électriques. Et donc, comme je l'expliquais, le problème de raccordement, c'est que nous, on a un raccordement limité à 125 ampères qui correspond à 86 kVA. Tant qu'on n'avait pas de véhicule électrique, le bureau ne consommait pas la majorité, donc on avait de la place. Aujourd'hui, si on estime la station de 25 bornes, c'est 250 kVA, on voit qu'on dépasse notre puissance de raccordement et il fallait remettre une nouvelle cabine de tension qui définissait des coûts importants de mise en service. Mais nous, ce qu'on veut plutôt démontrer, c'est qu'aujourd'hui, avec notre station photovoltaïque, on a de la puissance disponible qui vient se rajouter quand il y a du soleil sur notre puissance de raccordement. On a également fait l'installation d'une éolienne qui va rajouter de la puissance supplémentaire, et également des batteries de stockage. Et donc, le fait d'implémenter, de charger intelligemment sur le solaire, l'éolien et les batteries de stockage, ça nous a permis d'éviter de passer à haute tension, de mettre une cabine de haute tension et de charger intelligemment le véhicule. Notre objectif aussi, c'est d'installer une bande d'essai. On voit qu'en termes de puissance, ce sera totalement surdimensionné par rapport à une puissance de raccordement. Donc voilà, donc pour faire un démonstrateur use case du site, le bâtiment était à énergie positive lors de sa construction. Donc les panneaux photovoltaïques qui produisaient 70 000 kWh par an produisaient l'équivalent de la consommation annuelle du bâtiment de 70 000 kWh par an. Ce qui veut dire qu'à la base, sans l'éolienne et les véhicules, le bâtiment avait 50% d'autoconsommation, ce qui était très peu, c'est-à-dire que la moitié de la production photovoltaïque était injectée sur le réseau. Donc, quand on injecte sur le réseau, on a un prix de rachat de l'énergie qui est aujourd'hui presque un quart du prix. Donc, au plus l'autoconsommation est haute, au plus la rentabilité de la station photovoltaïque est intéressante. On voit que quand on a maintenant implémenté les véhicules électriques, donc on a 40 véhicules dans la flotte, donc aujourd'hui on n'a plus aucun véhicule thermique dans la flotte, tous nos collaborateurs sont des véhicules 100% électriques, donc on a rajouté 160 000 kWh de consommation par an. Donc comme vous voyez, la toiture était totalement exploitée,
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rajouté une éolienne de 95 kVA qui produit 160 kWh par an pour justement être de nouveau énergie positive. Et donc, aujourd'hui, on voit vraiment que le solaire et l'éolien sont très complémentaires. L'éolienne produit beaucoup plus en hiver et les panneaux en été. Et du coup, l'installation de 350 kWh de batterie de stockage permet d'avoir vraiment une solution tampon quand on n'a pas de vent ni de soleil et d'excédent. Donc aujourd'hui, on va vous montrer les graphiques. On est à 97% d'autoconsommation. Donc c'est-à-dire qu'on est pratiquement, on peut techniquement se déconnecter du réseau électrique et totalement autonome avec la consommation du bâtiment, de toute la flotte totale de nos véhicules. Ouais, comment est-ce qu'on l'a fait? En fait, je reviens à la slide précédente. Le problématique, c'est qu'une fois que les véhicules électriques sont arrivés, tout le monde démarrait sa charge et à midi, les véhicules étaient totalement chargés et c'est là que la production photovoltaïque arrivait. Donc du coup, ça a, dans une première phase, je vais dire, pénaliser notre taux d'autoconsommation. Donc c'est pour ça qu'on a dû chercher une solution et rajouter une intelligence supplémentaire pour faire coordonner la charge des véhicules avec la production. Et c'est ça qu'on a développé ce qu'on appelle l'Energy Optimization System et qui se base sur quoi? Sur les besoins des utilisateurs. Donc en fait, dès qu'on arrive, on a une application qu'on ouvre, on dit sur quelle borne on est, on dit je suis arrivé à 35% d'autonomie, j'en veux 80% et je quitte à 18 heures. Et ensuite, l'outil derrière, c'est comment répartir l'énergie et la charge, parce qu'il y a une prévision du soleil et du vent au cours de la journée, et l'utilisateur est lié à un véhicule et on fait la capacité de batterie qu'il faut charger. Et si jamais l'utilisateur n'a pas besoin d'énergie, il peut également se mettre en solar only et il va charger sur l'excédent de production. Donc, qu'est-ce que l'outil va faire? C'est qu'il va garantir qu'à 18 heures, il va avoir 80% dans son véhicule. Donc, s'il n'y a pas assez, on va prendre sur le réseau. Mais si jamais on a un excédent de production toujours à 18 heures et que le véhicule est toujours connecté, on va lui charger jusqu'à 100%, parce que c'est toujours plus intéressant d'autoconsommer que d'injecter sur le réseau. Mais ça ne sert à rien de charger de 80 à 100% s'il n'en a pas besoin sur l'énergie du réseau qui est beaucoup plus chère. Et donc voilà, donc ici on peut voir le graphique. Voilà, j'ai fait un export de la semaine passée. Donc on voit au-dessus, c'est la production et en bas la consommation du bâtiment. Et donc le premier constat qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le gris, c'est la consommation du bâtiment et on voit que la consommation des véhicules est vraiment un impact très important par rapport à la consommation globale. Et on voit ici le Pmax, la puissance max qu'on ne peut pas dépasser si on prenait notre raccordement. Et donc on voit que sur la semaine passée, je ne vais pas compter le nombre de pics, mais tous les jours, on aurait eu une coupure de courant. Pourquoi le bâtiment n'a pas sauté? Parce qu'il reste qu'on a autorisé la charge des véhicules. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré ici la production solaire qui était présente, et également la production éolienne. Donc c'est la puissance supplémentaire. Donc on a en temps réel, on mesure la consommation. Et dès qu'on a de la production photovoltaïque supplémentaire, on voit qu'on augmente progressivement la production de nos véhicules. Et fin de journée, quand la production diminue ou si on n'a pas de vent, on réduit la puissance. Et ici, la courbe en vert, on voit l'état de charge de la batterie. Donc ici, qui est très chargée, qui se décharge la journée pour alimenter nos véhicules. Ici, on a peu de véhicules qui chargent du vent et du soleil. On voit que la batterie se charge la journée. Et ici, par exemple, le vendredi, on l'a fait charger sur la nuit pour avoir une puissance supplémentaire le matin. Parce qu'on sait que le vendredi, on a des demandes plus importantes de charge pour le week-end et que le réseau, le soleil et le vent ne sont pas suffisants. Il faut qu'on ait une batterie supplémentaire pour recharger. Voilà, donc si on étudie une journée plus en détail, on voit que le matin, les véhicules arrivent, la consommation du bâtiment augmente, les véhicules se chargent, on voit que la batterie se décharge ici en orange. Il y a un prélèvement sur le réseau parce qu'on ne décharge pas complètement notre batterie pour garder une puissance disponible en cas de besoin ponctuel d'utilisateur en cours de journée. Et fin de journée, quand il y a la production, on voit que nos collaborateurs sont partis. Là, c'est le chargement au niveau des véhicules dans le soleil. Donc voilà, donc comme j'expliquais, grâce à ce système-là, on a pratiquement 95% d'autoconsommation et une autosuffisance pratiquement de 100%. On peut être totalement déconnecté du réseau si on le décide. Donc voilà, donc le business case que vous pouvez monter, on peut également intégrer le stockage et le V2G. Donc aujourd'hui, le V2G, pour votre information, n'est disponible que sur les Nissan Leaf. Donc c'est tout ce qui est prise CHAdeMO. Donc aujourd'hui, en DC, on a le combo L CHAdeMO. Combo qui est la norme européenne, CHAdeMO qui est plus la norme plutôt asiatique. Et en combo, le V2G n'est pas encore disponible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a que 3 véhicules avec des capacités limitées. Ici, on voit nos bornes V2G, c'est-à-dire qu'on sort en courant continu. Les bornes font la conversion courant continu en courant alternatif pour alimenter nos bâtiments. Donc aujourd'hui, vu que tous les véhicules ne sont pas encore V2G ready, que le combo n'est pas encore disponible, ça reste très insignifiant par rapport à notre capacité globale. Mais on espère vraiment que dans le futur, les véhicules vont se développer, que les protocoles vont s'ouvrir et que ce sera beaucoup plus disponible. En tout cas, on a des bornes en prototype V2G qu'on a déjà testé. Et que le business case intéressant, si je prends une journée particulière, là on voit que la batterie
n'a pas été chargé, qu'on a eu très peu de vent ici pendant la soirée. Et ici, le matin, on a eu un pic de consommation avec le bâtiment et l'arrivée des véhicules. Et pour pallier à ce pic, on a dû prendre une énergie sur le réseau. Si on a une arrivée significative du V2G, le business case aurait pu être lequel? Les véhicules auraient pu être arrivés semi-chargés ou chargés à domicile. On aurait pu absorber ce pic avec les véhicules V2G qui se seraient déchargés pour ne pas prendre sur le réseau. Et on voit ici que sur l'après-midi, on a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Et donc, on voit que la batterie s'est chargée, mais au lieu d'avoir la batterie, ça peut être les véhicules qui ont été déchargés totalement ici à midi et se recharger au cours d'après-midi, parce que voilà, on a une majorité de collaborateurs qui quittent à 18 h. C'est le business case qui est possible au niveau du V2G. Donc, pour parler un petit peu plus financier, donc j'ai simplifié fortement le modèle pour considérer qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, comme je l'ai dit, nous, on a mis dans nos cartes politiques qu'on doit charger 70% à l'entreprise, 15 à domicile, 15 sur le banc public, pour limiter le coût de la recharge. On a un coût moyen de 4 € 100 km. Avant l'arrivée des véhicules électriques, le coût moyen des véhicules thermiques, on est à 12 € du 100 km. Donc, c'est-à-dire que si je fais un business case, donc si je cumule sur les 10 années notre coût, les 12 € 100 km par rapport au kilomètre parcouru par toute notre flotte, on avait un coût cumulatif ici qu'on voit sur la courbe en grise. Ensuite, on a fait l'investissement de l'éolien, l'investissement des panneaux photovoltaïques, l'investissement des bornes de rechargement des batteries de stockage. Et on voit qu'ici, la courbe, c'est en tenant compte de 4 € 100 km par rapport au kilomètre parcouru par nos véhicules. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un taux de retour aux alentours des 6 années. Ce qui pénalise fort ici notre rentabilité, c'est qu'on voit que le coût de la batterie stationnaire, aujourd'hui, est quand même un investissement important par rapport à la rentabilité que ça apporte par rapport au coût aujourd'hui du réseau. Mais par contre, si on estime que demain, le V2G est disponible et qu'aujourd'hui, on a 40 voitures sur notre parking, pour donner juste un ordre de grandeur, notre batterie, actuellement, c'est 350 kWh, c'est l'équivalent de 5 voitures. Donc aujourd'hui, on a 40 voitures dans notre parc. Donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement faire x8 notre capacité de stockage. Donc imaginons si demain, ils sont tous V2G, qu'on a la disponibilité, on pourrait considérer que cet investissement-là n'est pas nécessaire pour notre cas et réduire le temps de retour d'investissement. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut démontrer? C'est qu'aujourd'hui, le passage du véhicule thermique en électrique, effectivement, a un coût. Il faut installer des bornes de rechargement et autres. On veut démontrer que demain, si on le combine aux énergies renouvelables, en mettant des panneaux photovoltaïques et une solution de gestion intelligente, vous avez l'opportunité de gagner de l'argent sur votre infrastructure de rechargement en chargeant intelligemment. Et nous, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a démontré aujourd'hui sur notre use case, sur notre site. Et ensuite, voilà, on peut également, on en a parlé beaucoup de la flexibilité. Demain, on sera également capable de travailler sur le système. Si le réseau, le coût de l'énergie est négatif, on pourrait très bien être payé pour charger sur le réseau électrique. Et donc, tout ça, c'est des modèles qui peuvent être ajoutés dans le futur. Et on pourrait également rajouter un dernier point qui serait les communautés d'énergie. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais parler plutôt du V2G Atome, qui, lui, c'est un autre business case. C'est plutôt chargement à l'entreprise, un coût d'énergie moins cher. Parce que là, on a la production photovoltaïque en journée. Et plutôt le déchargement du véhicule à domicile pour justement, c'est là qu'à domicile, on a un coût d'énergie plus cher. Donc voilà, donc moi, je l'ai testé pendant de nombreuses années, donc avec la Nissan Leaf, et j'ai également installé la borne à mon domicile. Et donc, en termes de fonctionnalité, ça fonctionne très bien. J'ai fait une simulation pour donner une idée, un ordre de grandeur du coût, avec le scénario, réaliste, moyen et optimiste. Et donc, ce que je prends comme hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un prix d'achat de l'électricité à l'entreprise, en considérant qu'il y a des énergies renouvelables à l'entreprise, on a un coût moyen 15 cents du kilowattheure, en tenant compte que l'amortissement de l'installation sur la durée de vie. Donc, c'est-à-dire que si vous installez des panneaux photovoltaïques, sur la durée de vie de l'installation, vous avez un coût moyen à 15 cents. Le prix d'achat aujourd'hui moyen, si on regarde le tarif de la CRE, on est aux alentours de 50 cents, donc il a diminué. Et donc, il nous faut un delta de 35 cents entre la charge à entreprise et la charge à domicile. Donc, aujourd'hui, la décharge, ça va être sur la consommation de nuit, qui est faible. Si on estime qu'on décharge entre 10 et 20 kWh de batterie, donc qui correspond entre 10 et 20% d'autonomie, on va dire. Et que le coût de l'installation d'une borne est de 8 000 €. Donc, pourquoi le coût est assez cher par rapport au monde classique? C'est que, comme je l'expliquais, c'est des bornes spécifiques qui ne sont pas encore faites en grande série et qu'aujourd'hui, c'est une borne où la conversion AC/DC se fait au sein de la borne. Tandis que les bornes classiques, c'est juste un contacteur qui ouvre et qui ferme. Donc là, on a l'équivalent d'une borne DC, je veux dire, dans l'autre sens. Si on prend un scénario réaliste, on fait une décharge de 10 kWh
qui correspond à 60 km d'autonomie. Donc, c'est-à-dire que si vous revenez avec aujourd'hui les autonomies moyennes 300-400 km d'autonomie, vous perdez que 60 km. Donc, si vous habitez à proximité de l'entreprise, je veux dire, ça n'impacte pas fortement votre autonomie. Donc, on considère 150 sessions par an. Là, c'est un gain en kilowattheure de 150 kWh par an, donc un gain de 525 €. Donc, on voit que c'est assez faible. Après, si on prend les scénarios optimistes, vous déchargez 20 kWh, vous faites 250 sessions par an, c'est 5000 kWh par an. 5000 kWh correspond plus ou moins à la consommation d'un ménage moyen avec les personnes. Là, ça en retour en 4,5. Donc voilà. Donc c'est des scénarios à prendre à la légère parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup encore d'inconnus, mais pour vous donner une idée. J'espère qu'il n'y a pas de personnes de Lidl dans les environs, mais voilà, pour vous expliquer, il y a un superchargeur Lidl pas loin de chez moi, la charge est gratuite, et donc voilà, quand le prix est à 70 cents du kilowattheure sur à domicile, j'avais l'avantage que je peux charger gratuitement aux bornes Lidl, décharger chez moi. Et du coup, j'avais un delta pas ici de 35 cents du kilowattheure, mais pratiquement de 70-80 cents du kilowattheure. Et là, ça a changé complètement la donne au niveau de la rentabilité. Donc voilà, donc en fait, c'est juste pour vous démontrer qu'aujourd'hui, la voiture électrique, en fait, se place vraiment au croisement du marché de l'automobile, du marché de l'énergie, et que plein de business models aujourd'hui sont possibles, envisageables. Parce qu'on peut voir aujourd'hui le véhicule comme un transport d'énergie d'un point A à un point B. Que dans le passé, avec les véhicules thermiques, ce n'était pas possible. Donc voilà, donc les petits sympas qu'on a réalisés, c'est qu'on a développé une remorque solaire. Donc on a des panneaux solaires qui viennent se déployer. À la tête, on a des batteries stationnaires. Et ici, on a une borne V2G qui permet justement aux véhicules d'alimenter les batteries stationnaires dans la remorque solaire. Les batteries ont une capacité de charge des charges beaucoup plus importante pour accepter les pics de puissance lors d'événements. Mais que si les batteries sont limitées parce que la surface photovoltaïque est limitée si on n'a pas du soleil, on peut très bien venir avec des véhicules recharger la remorque solaire. Donc, si vous êtes intéressé, on met en location le véhicule en termes de marketing et autres. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Enersol si vous êtes intéressé. Voilà, donc ça nous a permis lors des événements d'être totalement autonome, de pouvoir alimenter nos stands. Ici, on a rechargé une moto électrique, 100% électrique. On a également ici rechargé un véhicule qui était en panne lors de l'événement pour entrer chez soi. Et on voit ici la Nissan Leaf qui vient recharger les batteries ponctuellement. Et voilà, pour les amateurs de musique qui connaissent le groupe Icons, voilà, ils ont tourné leur clip dans un entrepôt désaffecté sans courant électrique. Et donc, on a également utilisé la remorque solaire pour alimenter tout leur show lumineux, luminaires et autres pendant le tournage de leur clip, avec la voiture qui vient également recharger les batteries. Donc voilà, donc pour conclure, voilà, c'est ce que j'ai déjà dit en amont, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus voir la mobilité comme un frein, mais comme plutôt une opportunité aujourd'hui pour une entreprise d'optimiser ses coûts au niveau de l'entreprise. Mais pour cela, voilà, il faut de 1, la combiner avec les énergies renouvelables qui a pas d'intérêt, et de 2, rajouter cette optimisation de l'énergie, vraiment cet outil qui permet justement aux véhicules de recharger au bon moment pour limiter vos coûts. Et du coup, le V2G demain pourra justement garantir des opportunités supplémentaires via la flexibilité, le marché de l'énergie. Et on voit que le marché aujourd'hui a besoin du V2G pour justement, j'ai vu une question dans le chat qui disait demain, est-ce qu'on est capable de recharger sur tous nos véhicules sur le réseau? Si aujourd'hui on ne recharge pas intelligemment, effectivement, la réponse à long terme sera non. Mais demain, vous voyez tous les scénarios, vous voyez qu'Inersol, comme on a mis des choses en place, demain, si tout le monde charge intelligemment ses véhicules et que des choses sont mises en place, clairement, le réseau pourra suivre et on pourra tous charger de manière optimale. Voilà. Merci Vincent, et merci pour les use cases très pratiques qui démontrent l'intérêt et les éléments constituants. Justement, tu mentionnes demain l'arrivée du V2G pour toi. Donc, on l'a compris, c'est quand le combo sera disponible à des prix finalement plus compétitifs, parce que 8 000 € pour la borne, on imagine qu'on peut avoir aussi une borne plus compétitive. Est-ce que c'est la disponibilité du matériel, ces bornes combo, ou c'est aussi une question de réglementation? C'est-à-dire que j'ai un leasing de Nissan Leaf, je ne peux pas utiliser ma voiture pour pouvoir faire du V2G. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a 2 grosses contraintes. C'est la première, la contrainte réglementaire. Il n'y a rien qui est aujourd'hui cadre au niveau du V2G. Donc, maintenant, si je charge l'entreprise, je décharge moins, et on compte des AT à nouveau. Donc, ça, c'est un autre aspect. Sur l'aspect plus technique, aujourd'hui, clairement, les constructeurs automobiles font des garanties sur les batteries en termes de nombre de cycles.
Et c'est-à-dire que si jamais on commence à faire du V2G, on va beaucoup plus cycler au niveau de la batterie et, je veux dire, beaucoup plus abîmer la durée de vie de la batterie. Mais maintenant, il faut vraiment comparer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites une accélération, vous faites des accélérations de puissance très importantes qui vont beaucoup plus abîmer les batteries quand on fait des charges très rapides. Aujourd'hui, faire du V2G, vous alimentez votre habitation à 2000 watts, 5000 watts maximum avec des cycles très lents. Donc, en termes de stress de la batterie, je veux dire, ça va très faiblement impacter la durée de vie globale de votre batterie. Oui, c'est ça. Et une question précise, c'était quel fournisseur, je pense qu'il est wallon, hein, de MSI Intelligence Artificielle, travaillez-vous? À mon avis, c'était au niveau de l'application aussi de recharge. Ouais, donc nous, avec Enersol, on a un partenariat avec Ology. Et donc, le projet que vous avez vu chez Enersol, c'est un projet européen qui est avec John Cockerill pour la partie batterie de rechargement et CE+T pour la partie convertisseur. C'est ça. Donc, Qui sont les acteurs bien wallons. exactement, c'était un projet soutenu par le cluster, c'est pour ça que c'était une bonne question à reprendre. Il y avait une question précise sur le LCOE d'une éolienne de 160 kVA. Est-ce que ça vient, enfin, en gros, on a compris la complémentarité en termes de profil, mais quels sont les use cases? C'est un peu compliqué, évidemment, d'avoir les permis, c'est surtout ça pour le moment en Wallonie, mais Oui, là, ici, c'est sur le LCOE. Voilà, en fait, le modèle dans lequel on s'est mis, c'est qu'on n'est pas sur les grandes éoliennes, sur le bord d'autoroute qu'on a en méga. Là, c'est vraiment une petite éolienne. Donc là, aujourd'hui, la demande de permis, nous, en 6 mois, ça a été effectué. Donc, c'est justement une enquête de voisinage, ça a été très rapide. Clairement, au niveau rendement, rentabilité, investissement, on n'est pas du tout dans la même chose que le solaire, ni dans les éoliennes de grande puissance. Et en fait, il faut juste savoir que nous, la Enersol, notre volonté, c'était l'autonomie, je veux dire, plus écologique qu'économique. Donc, l'éolienne venait par sa complémentarité avec le solaire et qu'on visait la dépendance énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on a également rajouté les batteries de stockage. Si on aurait visé uniquement la rentabilité financière, aujourd'hui, l'éolienne est intéressante, mais ça demande une étude de vent plus poussée. Et que, voilà, si on double le vent, on fait presque x8 la production. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'au niveau solaire. Ouais. Donc, c'est vraiment des études cas par cas. Ok, merci. Pour rester dans le timing, je propose de clôturer, comme ça on sera parfaitement dans le timing. Déjà, merci. Et évidemment, Vincent, on n'hésitera pas de relayer cette présentation à Lidl de ton quartier. Voilà, merci. Je vais être interdit de course chez Lidl pendant quelques temps. Voilà, merci beaucoup, merci Vincent, merci aux autres orateurs, merci à vous tous d'avoir été présents pour la plupart durant ces 5 sessions de Back to the Future of Energy. Le but c'était juste de dresser en teasing un peu le tableau de certaines technologies qui pourront nous amener à réaliser de prochains objectifs ambitieux en 2030 pour la prochaine étape, tel que ça a été présenté par le PAS, par le cabinet Henry. Donc tout ça, donc toutes les sessions sont disponibles sur Internet, sur notre site web. Donc vous avez la vidéo, les contacts des différents orateurs et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous voulez d'autres compléments ou si vous voulez rentrer en contact plus profond avec l'un ou l'autre orateur. Vous recevrez également un PowerPoint, donc les PowerPoint de la journée par email. Donc dans les prochains jours, je pense qu'avec mon collègue Paul, on va essayer de faire ça assez rapidement. Et donc voilà, merci à tout le monde et à l'année prochaine peut-être pour une prochaine session de Back to the Future. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.